Elle dormait sur la place, son ventre exposé au froid de la nuit. Personne ne l'aidait, jusqu'à ce qu'un homme s'arrête avec sa voiture. Il l'a emmenée chez lui sans poser de questions. Ce n'est que le lendemain qu'elle a découvert qu'il était milliardaire. Qu'imaginez-vous pour la suite de cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en nous indiquant de quelle ville vous nous suivez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous aurez jamais entendue. Si cette histoire vous a ému, en devenant auditeur premium, vous aurez accès à des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus fidèles connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. La place de la République, au cœur de Paris, était un monde de contrastes. Pendant la journée, touristes et travailleurs locaux circulaient entre les étals d'artisanat et les arbres centenaires. Mais à la tombée de la nuit, il ne restait que des ombres et l'oubli. C'est dans ce décor que Mathilde Dubois, à 27 ans, avait trouvé refuge ces dernières semaines. Son corps, déjà au 6e mois de grossesse, protestait contre le banc de béton où elle tentait de s'installer pour une nuit de sommeil incertain. L'hiver parisien montrait son visage le plus cruel en cette nuit de janvier. La bruine fine et glacée pénétrait le manteau usé que portait Mathilde, un cadeau de sa mère avant le malheur qui l'avait conduite à la rue. Ses yeux marrons, autrefois pleins de vie, ne reflétaient désormais que la fatigue d'une personne qui luttait quotidiennement pour sa survie. Mathilde caressa son ventre proéminent, sentant le mouvement doux du bébé, la seule lumière dans son existence sombre. « Tout ira bien, mon amour », murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour réconforter l'enfant qu'elle portait. Elle avait été professeure de littérature à Lyon, jusqu'à ce qu'une série d'événements désastreux la laisse sans emploi, sans famille, et finalement sans toit. La pluie s'intensifia, la forçant à chercher un abri sous la marquise d'un immeuble commercial fermé. De loin, elle observait les lumières des appartements de luxe qui entouraient la place, imaginant des vies complètes et confortables, aussi distantes de sa réalité que les étoiles qu'elle parvenait à peine à voir à travers la pollution lumineuse de la métropole. Une Mercedes-Benz noire aux vitres teintées se gara brusquement près de la place. Mathilde observa avec curiosité mêlée de crainte. Les véhicules luxueux apportaient rarement de bonnes nouvelles aux personnes dans sa situation. La portière s'ouvrit et un homme descendit, protégé par un parapluie tenu par son chauffeur. Même, à distance, il était impossible de ne pas remarquer la présence imposante de Nicolas Valentin. À 45 ans, sa stature athlétique et son costume impeccablement taillé contrastaient violemment avec le décor décadent de la place nocturne. Ses pas fermes résonnaient sur le sol mouillé tandis qu'il marchait vers l'un des bancs, apparemment indifférent à la pluie qui tombait maintenant avec plus de force. Mathilde se recroquevilla davantage, essayant de passer inaperçue. Les histoires de personnes sans abri expulsées de force n'étaient pas rares, surtout dans des quartiers valorisés comme celui-ci. À sa surprise, cependant, Nicolas s'assit sur le banc et fixa du regard le monument au centre de la place. L'expression sur le visage de l'homme était empreinte d'une profonde tristesse. Ses yeux, vides comme ceux de Mathilde, semblaient chercher quelque chose qui n'était plus là. Un instant, la jeune femme reconnut en lui la même solitude qui la consumait malgré toutes les différences apparentes entre eux. Une quinte de tout involontaire trahit la présence de Mathilde. Nicolas se retourna brusquement, ses yeux maintenant fixés sur la silhouette recroquevillée sous la marquise. Pendant un moment, tous deux se regardèrent. Deux mondes complètement distincts, connectés par un regard. Mathilde vit quelque chose changer dans l'expression de l'homme, une sorte de reconnaissance qu'elle ne put comprendre. « Vous allez bien ?» La voix grave de Nicolas brisa le silence, surprenant Mathilde qui ne s'attendait pas à être abordée. « Oui », répondit-elle automatiquement, la voix rauque à cause du froid et du manque d'usage. Nicolas se leva et, à la stupéfaction de Mathilde et du chauffeur lui-même qui l'attendait, marcha vers elle. De près, il remarqua le ventre proéminent sous le manteau usé. « Avez-vous un endroit où passer la nuit ?» demanda-t-il, avec un ton de préoccupation sincère dans la voix. Mathilde hésita. Des années de vie dans la rue lui avaient appris à se méfier des étrangers, surtout des hommes bien habillés posant des questions apparemment innocentes. « Pourquoi vous en souciez-vous » répliqua-t-elle,
plus sur la défensive qu'elle ne l'aurait voulu, parce que personne ne devrait dormir dans la rue, encore moins. Il fit un geste en direction du ventre de la jeune femme, laissant la phrase inachevée. Le silence qui suivit ne fut rempli que par le bruit de la pluie. Nicolas semblait livrer une bataille intérieure. Finalement, comme s'il était arrivé à une décision, il parla. « J'ai une propriété vide dans le Marais. C'était un espace que je gardais pour que ma défunte épouse l'utilise comme atelier. Il est meublé et vous pouvez y rester jusqu'à ce que vous trouviez un meilleur endroit. » La proposition était si inattendue que Mathilde faillit rire. Des personnes comme elle ne recevaient pas d'offres d'abri dans des quartiers nobles de Paris. Ce devait être une sorte de piège. « Pourquoi? Qui gagnez-vous » demanda-t-elle, la méfiance évidente dans chaque mot. Nicolas soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes. « Aujourd'hui, cela fait exactement 2 ans que j'ai perdu mon épouse, Sophie. Elle disait toujours que je ne faisais jamais rien pour les autres. Peut-être avait-elle raison. » Il y avait quelque chose de sincère et de brisé dans sa voix qui fit baisser les défenses de Mathilde, même contre son meilleur jugement. La pluie tombait maintenant à verse et le froid commençait à pénétrer ses os. Son bébé donna un coup de pied vigoureux, comme s'il donnait son avis sur la décision qu'elle affrontait. « Sans engagement », ajouta Nicolas, percevant son hésitation. « Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez partir quand vous voulez. Mais au moins, cette nuit, avec cette pluie… » Mathilde regarda le ciel sombre, son ventre, la voiture luxueuse garée à distance, et finalement l'homme devant elle. Dans ses yeux, elle vit non seulement la richesse et le pouvoir, mais aussi une solitude qui reflétait la sienne. « D'accord, » dit-elle finalement, se levant avec difficulté. « Juste pour cette nuit. » Tandis que le chauffeur ouvrait la portière de la voiture pour elle, Mathilde ne pouvait imaginer que cette décision, prise dans un moment de désespoir sous la pluie parisienne, changerait complètement le cours de sa vie. Nicolas non plus ne pouvait prévoir que cette impulsion du moment, née peut-être plus de la culpabilité que de la compassion, le conduirait à redécouvrir des parties de lui-même qu'il croyait perdues à jamais. La Mercedes s'éloigna de la place de la République, emportant avec elle 2 âmes solitaires, unies par le hasard ou le destin vers un avenir qu'aucun des deux ne pouvait anticiper. L'atelier dans le Marais se révéla être bien plus que ce que Mathilde aurait pu imaginer. C'était un loft spacieux, décoré avec un goût raffiné qui mélangeait éléments modernes et classiques. De grandes fenêtres occupaient un mur entier, offrant une vue privilégiée sur la ville qui commençait à allumer ses lumières nocturnes. Il y avait des tableaux inachevés sur des chevalets, des pinceaux propres dans des pots en céramique, et un parfum subtil de peinture et de térébenthine qui persistait dans l'air, comme si Sophie venait juste de sortir pour quelques instants. « Faites, comme chez vous », dit Nicolas, allumant les lumières et réglant la température du chauffage. « La chambre est sur la mezzanine, la salle de bain est cette porte à droite. La cuisine est approvisionnée, mais si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, vous pouvez demander à Madame Leroy, la gouvernante qui vient 2 fois par semaine pour nettoyer. » Mathilde resta immobile près de l'entrée, se sentant déplacée au milieu de tant de luxe. Ses biens tenaient tous dans un petit sac à dos usé, quelques vêtements, des documents, un livre de poèmes de Victor Hugo et une photo jaunie de sa mère. Le contraste entre sa vie et cet espace était si absurde qu'elle eut presque envie de rire. « Combien de temps puis-je rester ?» demanda-t-elle finalement. Nicolas, qui observait la pluie par la fenêtre, se retourna pour la regarder. « Le temps dont vous aurez besoin. Comme je l'ai dit, l'endroit est vide de toute façon. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Il y avait beaucoup de questions non formulées qui flottaient dans l'air. Qui était vraiment Nicolas Valentin? Pourquoi aidait-il une inconnue? Et qui avait été Sophie, dont la présence semblait encore habiter chaque centimètre de cet espace? « Vous devez avoir faim, dit-il, brisant le silence. Je vais commander quelque chose à livrer. Que préférez-vous » Mathilde ne put retenir un sourire ironique. Après des mois à manger des restes et des dons, n'importe quoi serait un festin. Quelque chose changea dans le regard de Nicolas. Une lueur d'empathie, peut-être, ou de culpabilité face à son propre privilège. Il acquiesça et passa un appel rapide, commandant une variété de plats d'un restaurant italien proche. Pendant qu'ils attendirent la nourriture, Mathilde se permit d'explorer l'atelier.
Chaque coin révélait un peu plus sur la femme qui avait créé cet espace. Les toiles, éparpillées, montrèrent des paysages urbains de Paris, mais avec une sensibilité qui captait non seulement les bâtiments et les rues, mais aussi l'humanité cachée entre eux. Il y avait des portraits de personnes ordinaires, vendeurs ambulants, personnes âgées sur des places, enfants jouant dans des quartiers défavorisés. « Votre épouse avait un regard spécial », commenta Mathilde, observant un tableau particulièrement touchant d'une dame vendant des fleurs sur les Champs-Élysées. Nicolas s'approcha, son visage s'adoucissant pour la première fois. Sophie arrivait à voir de la beauté là où personne d'autre n'en voyait. C'était sa plus grande qualité et parfois je pense que c'est aussi ce qui l'a détruite. La nourriture arriva avant que Mathilde ne puisse demander ce qu'il voulait dire par là. Ils s'assirent à la table à manger, une pièce imposante en bois massif qui contrastait avec l'informalité du reste de l'environnement. Le premier dîner qu'ils partagèrent fut marqué par des conversations superficielles et de longues pauses. Nicolas parla de son entreprise, Valentin Construction, l'une des plus grandes entreprises de construction de Paris. Mathilde raconta son travail de professeur à Lyon et sa passion pour la littérature française. « Comment avez-vous fini dans la rue ?» La question vint abruptement, alors qu'ils terminèrent le repas. Mathilde se raidit. C'était une histoire qu'elle préférait ne pas revivre, mais quelque chose dans la manière directe dont Nicolas avait posé la question la fit répondre avec une égale franchise. « J'ai été licencié quand l'école a découvert ma grossesse. Le père du bébé, un collègue professeur, a nié la paternité et m'a diffamé dans toute la ville. Ma mère était décédée récemment, ne laissant que des dettes. En quelques mois, j'ai tout perdu, emploi, réputation, maison. Je suis venu à Paris chercher une opportunité, mais la ville n'a pas été très accueillante. » Nicolas l'observait intensément, comme s'il traitait chaque mot. « Et le père de l'enfant, il n'a aucune responsabilité ?» Antoine a disparu. La dernière chose que j'ai su, c'est qu'il avait obtenu un emploi dans une grande entreprise ici à Paris. Ironique, non? Pendant qu'il prospère probablement, Elle fit un geste vague, indiquant sa situation. Une lueur étrange passa dans les yeux de Nicolas, mais il ne fit aucun commentaire. Dans les semaines qui suivirent, une routine improbable s'établit. Nicolas apparaissait presque quotidiennement, toujours avec l'excuse de vérifier si Mathilde avait besoin de quelque chose. Il apportait des livres, des vêtements de grossesse qui appartenaient à une cousine, comme il disait, et occasionnellement dînait avec elle. Mathilde, initialement méfiante, commença à baisser ses défenses. Les conversations devinrent plus longues et plus profondes. Elle découvrit que Nicolas, malgré toute sa richesse et son pouvoir, était un homme profondément solitaire. Son mariage avec Sophie avait été tumultueux. Elle, une artiste idéaliste. Lui, un entrepreneur pragmatique. Ils s'aimaient intensément, mais vivaient dans des mondes différents. Sophie voulait toujours faire plus pour les autres, raconta-t-il un soir, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin, du jus de raisin pour Mathilde à cause de sa grossesse. Elle voulait ouvrir une fondation pour aider les artistes des quartiers défavorisés. Je pensais que c'était trop idéaliste, qu'elle était naïve. Nous avons beaucoup discuté à ce sujet. Il y avait une douleur palpable dans sa voix, une culpabilité qui semblait ne jamais le quitter. Mathilde, touchée par sa vulnérabilité, partagea aussi ses propres douleurs, l'abandon de son enfance, quand son père était parti sans explication, les sacrifices de sa mère pour l'élever seule, ses rêves de devenir écrivaine qui avaient été progressivement remplacés par la nécessité de survivre. Un soir, alors que Mathilde rangeait des vêtements que Nicolas avait apportés, elle trouva une petite boîte en bois sculpté. À l'intérieur, il y avait des lettres, des photographies et de petits objets personnels qui appartenaient clairement à Sophie. Parmi les photos, une en particulier attira son attention. Elle montrait Sophie souriant, enlacée avec une femme qui semblait étrangement familière. Son cœur s'accéléra quand elle reconnut le sourire, les yeux, la façon d'incliner la tête. C'était sa mère, Élise, beaucoup plus jeune, mais reconnaissable entre mille. « Nicolas », appela-t-elle, la voix tremblante. « Pouvez-vous venir ici un moment ?» Quand il entra dans la chambre, Mathilde tendit la photographie. « Cette femme avec votre épouse, c'est ma mère. » Le choc sur le visage de Nicolas fut viscéral. Il prit la photo d'une main tremblante, l'examinant comme s'il cherchait à confirmer une impossibilité. « Élise Dubois », murmura-t-il. « Élise
était votre mère. Mathilde acquiesça, incapable de parler. Une connexion inattendue venait d'être révélée, entrelaçant leur vie d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Sophie et Élise ont étudié ensemble aux Beaux-Arts de Paris, expliqua Nicolas, la voix basse comme s'il racontait un secret. Elles étaient meilleures amies, inséparables. C'est Élise qui m'a présenté Sophie lors d'une exposition. Nous avons perdu contact quand Élise a déménagé en province. Ce devait être quand elle était enceinte de vous. Mathilde sentit le monde tourner autour d'elle. Tant de coïncidences ne pouvaient pas être simplement l'œuvre du hasard. Sa mère ne parlait jamais du passé, ne mentionnait jamais cette amitié, cette connexion avec Paris et avec des personnes comme les Valentins. Pourquoi tant de silence? Que d'autres ignorait-elle sur sa propre histoire? Il y a une raison pour que nous nous rencontrions maintenant, dit Nicolas, tenant les mains de Mathilde entre les siennes. Je ne crois pas aux coïncidences de cette ampleur. À ce moment, le bébé de Mathilde bougea énergiquement, comme s'il était d'accord. Les yeux de la jeune femme se remplirent de larmes, de confusion, d'espoir, de peur de l'inconnu. Nicolas, mu par une impulsion qu'il ne put contenir, l'enlaça. Ce fut le premier contact véritablement intime entre eux, une étreinte qui semblait unir non seulement deux corps, mais deux histoires qui, d'une manière mystérieuse, avaient toujours été destinées à se rencontrer. La découverte de la photographie déclencha une avalanche de révélations. Dans les jours qui suivirent, Nicolas apporta des boîtes entières de souvenirs qu'il gardait de Sophie, journaux intimes, lettres, plus de photographies, formant un puzzle qui, peu à peu, commençait à révéler une histoire bien plus grande que ce qu'ils auraient pu imaginer. Assis sur le sol de l'atelier, entourés de fragments du passé, Mathilde et Nicolas plongèrent dans un voyage à travers le temps. Les lettres échangées entre Sophie et Élise durant leurs années d'études révélaient une amitié profonde, presque symbiotique. C'étaient deux jeunes artistes, pleines de rêves et d'idéaux, se promettant de changer le monde à travers « Car votre mère était incroyable », commenta Nicolas, tandis qu'ils examinaient un carnet de croquis signé par Élise. Elle avait un talent naturel que même Sophie, avec toute sa technique, enviait. « Je n'ai jamais su qu'elle peignait », confessa Mathilde, touchant révérencieusement les pages du carnet. À la maison, il n'y avait jamais aucun tableau, aucun dessin. Elle travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats et donnait des cours particuliers de français pour compléter ses revenus. Elle n'a jamais mentionné un passé artistique. Nicolas fronça les sourcils, intrigué. C'est comme si Élise avait complètement effacé cette partie de sa vie. La question est, pourquoi? La réponse commença à émerger lorsqu'ils trouvèrent un journal intime spécifique de Sophie, daté de 28 ans auparavant. Les entrées devenaient plus espacées, le ton plus angoissé. Il y avait des mentions d'un conflit, d'une trahison, d'une séparation douloureuse. « Je ne peux pas pardonner à Élise », avait écrit Sophie sur une page tachée de larmes. Même en comprenant ses raisons, même en sachant que le cœur ne choisit pas, la douleur est insupportable. Elle était ma meilleure amie. Il était mon futur mari. Comment pourrais-je aller de l'avant en sachant que les deux? Mathilde leva, les yeux du journal rencontrant le regard tout aussi choqué de Nicolas. Vous pensez que... Ce n'est pas possible. Nicolas secoua la tête, refusant d'accepter l'implication de ces mots. Thomas et moi étions inséparables. Il n'aurait... Jamais. Thomas? Interrompit Mathilde, confuse. Nicolas respira profondément avant d'expliquer. Thomas Lambert. Mon meilleur ami depuis l'enfance. Il a été fiancé à Sophie avant moi. Ils ont rompu brusquement, sans explication. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à me rapprocher d'elle, essayant de la consoler. Nous avons fini par tomber amoureux. Un silence pesant s'installa entre eux tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Élise et Thomas. Une liaison secrète, des fiançailles rompues, une amitié détruite. Ma mère n'a jamais parlé de mon père, dit Mathilde, la voix presque un murmure. Chaque fois que je demandais, elle disait seulement qu'il avait été un amour impossible, quelqu'un qui appartenait déjà à une autre. Personne quand ils se sont connus. J'ai grandi en croyant qu'il était marié, que j'étais le fruit d'une relation interdite. Mais et si... Nicolas compléta la pensée. Et si Thomas était votre père? La possibilité plana dans l'air comme un fantôme. Était-ce l'explication de l'auto-exil d'Élise à Lyon, de son silence sur son passé, de la disparition complète de sa vie artistique?
Ils poursuivirent leurs recherches avec une urgence renouvelée. Parmi des coupures de journaux et des invitations à des expositions, ils trouvèrent un article sur un grave accident de voiture survenu 27 ans auparavant. Thomas Lambert, architecte parisien prometteur, avait subi de graves blessures. Il avait survécu, mais avait dû subir de multiples chirurgies. « Je me souviens de cet accident », commenta Nicolas. C'était peu après la rupture avec Sophie. Thomas était dévasté, conduisant imprudemment. Après sa guérison, il a décidé d'accepter une offre de travail à l'étranger. Il a passé des années hors de France, ne revenant qu'occasionnellement. Nous avons progressivement perdu contact. C'est-il à mon sujet? La question de Mathilde était chargée d'émotions. Peur, espoir, colère, tout mélangé dans une confusion de sentiments. « Je n'en sais rien », répondit Nicolas honnêtement. « Si Élise ne vous l'a jamais dit, il est possible que Thomas ignore aussi votre existence. » Le bébé de Mathilde bougea, comme s'il réagissait à la tension du moment. Elle caressa son ventre, pensant que son enfant était également connecté à cette toile complexe de relations et de secrets. Une génération de plus née au milieu d'histoires non racontées. « Nous devons le trouver », décida-t-elle, avec une détermination qui les surprit tous les deux. Pas pour demander quoi que ce soit, ni pour exiger une reconnaissance, mais pour le droit de connaître la vérité. Ma mère est partie en emportant ses secrets. Je ne veux pas la même chose pour mon enfant. Nicolas acquiesça, comprenant parfaitement. Thomas a toujours un cabinet d'architecture à Paris, bien qu'il passe la plupart de son temps au bureau de Marseille. Je peux essayer de le contacter. Ce soir-là, après le départ de Nicolas, Mathilde resta seule dans l'atelier, entourée de preuves d'un passé qu'elle ne connaissait pas. Elle s'assit devant une toile vierge qu'elle avait trouvée dans un coin du studio et, mue par une impulsion inexplicable, commença à dessiner. Elle n'avait pas la formation formelle de sa mère, mais il y avait quelque chose d'intuitif dans ses traits, comme si ses mains savaient quoi faire, même si son esprit n'avait pas été instruit. Elle dessina la place de la République sous la pluie, le banc où elle avait dormi tant de nuits, la voiture de Nicolas s'approchant comme une apparition salvatrice. Elle dessina sa mère, se basant sur les photos qu'elle venait de découvrir, jeune et radieuse, pleine de promesses. Elle dessina un homme sans visage, Thomas, son père possible, une présence absente qui, néanmoins, avait façonné toute son existence. Elle était si absorbée qu'elle ne remarqua pas les heures passées. Quand elle s'éloigna finalement de la toile, c'était déjà l'aube. Ses mains étaient tachées de fusain, mais son cœur semblait plus léger, comme si l'acte de dessiner avait libéré quelque chose qui avait été emprisonné en elle depuis longtemps. Le lendemain, Nicolas arriva tôt apportant des nouvelles. « J'ai parlé avec la secrétaire de Thomas. Il est à Paris cette semaine pour une série de réunions. J'ai réussi à organiser un déjeuner pour demain. » La panique immédiate de Mathilde fut évidente. « Si vite? Que vais-je dire? Comment dois-je me présenter? Et s'il me rejette ?» Nicolas prit ses mains, la calmant. « Je n'ai rien mentionné à propos de vous ou d'Élise. J'ai simplement dit que je devais discuter d'un sujet personnel important. Je serai avec vous tout le temps. Si à un moment vous vous sentez mal à l'aise, nous pourrons partir. » La gratitude que Mathilde ressentit fut bouleversante. En quelques semaines, Nicolas s'était transformé d'un étranger intimidant en un havre de paix, quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance implicite. C'était une sensation nouvelle pour elle, qui avait toujours dû compter uniquement sur elle-même. « Merci », dit-elle simplement, mais ses yeux communiquaient bien plus. Nicolas remarqua alors le dessin sur le chevalet. Il s'approcha, l'étudiant avec un intérêt croissant. « Vous avez son talent », commenta-t-il, la voix douce. « Élise serait fière. » « Je ne savais pas que je pouvais dessiner ainsi », confessa Mathilde. C'était comme si les mains se souvenaient de quelque chose que l'esprit avait oublié. « L'art est dans votre sang », dit Nicolas. « Tant du côté de votre mère que, Thomas a toujours été talentueux aussi. L'architecture n'était qu'une extension naturelle de sa capacité artistique. » Le jour qui précéda la rencontre avec Thomas fut rempli de préparatifs nerveux. Mathilde essaya plusieurs tenues, tentant de trouver quelque chose qui la ferait paraître digne, respectable, quelqu'un qui méritait d'être reconnu. Nicolas, percevant son anxiété, fit venir une styliste pour une consultation personnalisée. « Je n'ai pas besoin de charité », protesta Mathilde quand la femme commença à prendre ses mesures. « Ce n'est pas de la charité », répondit Nicolas, fermement. « C'est un investissement. En vous, dans votre avenir, dans l'avenir de votre enfant.
De plus, considérez-le comme un cadeau d'anniversaire en retard. Le commentaire arracha un sourire réticent à Mathilde. Il était difficile de maintenir ses défenses contre la gentillesse persistante de Nicolas. Cette nuit-là, veille de la grande rencontre, Mathilde n'arriva pas à dormir. Elle resta sur le balcon de l'atelier, observant les lumières de Paris, pensant à comment sa vie avait changé si drastiquement en si peu de temps. De professeur à sans-abri, de sans-abri à invité d'un milliardaire, et maintenant sur le point de confronter un homme qui pourrait être son père. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle au bébé, sentant un mouvement doux en réponse. « Ta grand-mère disait qu'il n'existe pas de coïncidence, seulement des rencontres qui étaient écrites dans les étoiles. Est-ce vrai? Est-ce que toutes ces années de lutte n'étaient que le chemin nécessaire pour nous amener jusqu'ici ?» Les lumières de la ville clignotaient comme si elles répondaient, énigmatiques et belles dans leur complexité. Tout comme la vie, pensa Mathilde, tout comme les relations humaines, pleines de lumières et d'ombres, de connexions invisibles que nous ne percevons que lorsque nous nous éloignons suffisamment pour voir le panorama complet. Demain, enfin, une partie supplémentaire de ce panorama serait révélée. Pour le meilleur ou pour le pire, il n'y aurait pas de retour possible après la rencontre avec Thomas Lambert. Le restaurant choisi par Nicolas pour la rencontre se trouvait au sommet d'un des immeubles les plus hauts de l'avenue des Champs-Élysées. À travers les larges baies vitrées, Paris s'étendait dans toutes les directions. Une métropole imposante qui semblait petite vue de cette hauteur. Mathilde, portant une robe bleu marine qui dissimulait élégamment sa grossesse avancée, ne pouvait s'empêcher de triturer nerveusement la serviette sur ses genoux. « Respirez profondément », conseilla Nicolas, assis à ses côtés. « Souvenez-vous, vous ne demandez rien, vous cherchez simplement la vérité. » Mathilde acquiesça, reconnaissante de sa présence réconfortante. Ces dernières semaines, Nicolas était devenu non seulement son bienfaiteur, mais un ami, un confident. Il y avait quelque chose dans sa façon de la traiter, avec respect, sans pitié ni condescendance, qui restaurait progressivement sa dignité, si érodée par les mois passés dans la rue. « C'est lui », murmura Nicolas soudainement, regardant vers l'entrée. Mathilde sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle vit Thomas Lambert traverser le restaurant dans leur direction. C'était un homme grand, d'allure élégante, avec des cheveux grisonnants aux tempes qui lui conféraient un air distingué. Ses yeux, remarqua-t-elle immédiatement, étaient de la même teinte marron verdâtre que les siens, un détail qui lui serra la gorge. « Nicolas, ça fait si longtemps. » Thomas ouvrit un sourire chaleureux, embrassant son ancien ami. Puis, son regard se posa sur Mathilde, curieux. « Et vous devez être... »« Voici Mathilde Dubois, » présenta Nicolas, tandis que Thomas prenait place face à eux. « Mathilde, voici Thomas Lambert. »« Dubois ?» répéta Thomas, fronçant légèrement les sourcils. « Ce nom m'est familier. »« C'était le nom de ma mère. » répondit Mathilde, la voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Élise Dubois. » L'effet de ce nom fut immédiat et saisissant. Thomas pâlit, ses mains agrippant instinctivement le bord de la table comme pour chercher un appui. Ses yeux, maintenant écarquillés, alternaient entre Mathilde et Nicolas, cherchant une explication. « Est-ce une sorte de plaisanterie ?» demanda-t-il finalement, la voix basse et tendue. « Non, Thomas, » répondit Nicolas calmement. « Mathilde est la fille d'Élise. Nous pensons qu'elle pourrait être ta fille aussi. » Un silence dense suivit cette déclaration. Le serveur s'approcha. Pour servir de l'eau, perçut la tension et s'éloigna discrètement sans poser de questions. Thomas but une longue gorgée, visiblement en train d'essayer de retrouver sa contenance. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotions contenues. « Élise ne m'a jamais dit, elle n'a jamais rien dit à personne, » intervint Mathilde. « Pas même à moi. J'ai grandi sans savoir qui était mon père. C'est seulement récemment, grâce à Nicolas et à d'anciennes lettres de Sophie, que nous avons commencé à soupçonner. » La mention de Sophie sembla frapper Thomas comme un coup physique. Il ferma brièvement les yeux, comme pour repousser des souvenirs douloureux. « Comment avez-vous rencontré Nicolas ?» demanda-t-il. Mathilde et Nicolas échangèrent des regards. C'était une histoire improbable, presque fantastique dans ses coïncidences. Mathilde raconta la perte de son emploi, les mois dans la rue, la nuit pluvieuse sur la place de la République. Elle raconta le geste inattendu de Nicolas, l'atelier de Sophie, la découverte de la photographie qui reliait Élise et Sophie. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait,
l'expression de Thomas se transformait. Le choc initial cédait, la place à un mélange complexe de culpabilité, de regret et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il abruptement. « 27 ans, répondit Mathilde. Thomas fit un rapide calcul mental. « L'époque coïncide, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Puis, regardant. « Directement, Mathilde, vous lui ressemblez, les mêmes yeux, la même forme de visage. Comment ne l'ai-je pas remarqué immédiatement? Alors vous et ma mère... » Mathilde laissa la question en suspens, incapable de la formuler complètement. Thomas soupira profondément. « Élise et moi sommes tombés amoureux alors que j'étais encore fiancé à Sophie. Ce fut une terrible erreur, une trahison impardonnable. Quand Sophie l'a découvert, elle a rompu les fiançailles, comme on pouvait s'y attendre. Élise, dévastée par la culpabilité, a disparu. Je l'ai cherchée pendant des mois, mais elle ne voulait pas être retrouvée. Finalement, j'ai accepté une offre de travail en Europe, essayant d'échapper à la culpabilité et à la honte. Elle ne vous a jamais dit qu'elle était enceinte, insista Nicolas. Jamais, répondit Thomas, la voix étranglée. Si j'avais su... Mon Dieu, si j'avais su, j'aurais remué ciel et terre pour la retrouver, pour assumer ma responsabilité. Mathilde sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. Toute sa vie avait été façonnée par ce secret, par cette absence. Sa mère avait choisi la solitude et le sacrifice, portant seule le poids de ses choix. « Je dois en avoir la certitude, dit Thomas, retrouvant une partie de sa contenance. Non que je doute, il est évident que vous êtes la fille d'Élise et les dates coïncident. Mais pour formaliser, pour officialiser, nous pouvons faire un test ADN. Je ne suis pas venu ici pour exiger quoi que ce soit, s'empressa de dire Mathilde. Je n'ai pas besoin de votre argent ou de votre nom. Je voulais juste connaître la vérité, comprendre ma propre histoire. La vérité est importante, convint Thomas, mais les droits qui en découlent le sont tout autant. Si vous êtes ma fille, et je crois que vous l'êtes, vous avez droit à mon nom, à mon soutien, à être reconnu comme faisant partie de la famille Lambert. La conversation fut interrompue par l'arrivée des plats. Aucun d'eux n'avait d'appétit, mais ils firent un effort pour maintenir les apparences, picorant la nourriture sans vraiment manger. « Élise est partie depuis combien de temps ?» demanda Thomas après un long silence. « 8 mois, répondit Mathilde. Une tumeur au cerveau, ça a été rapide au moins. » Thomas ferma les yeux, absorbant la nouvelle. « Je suis désolé, dit-il sincèrement. Malgré tout, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Elle a été le grand amour de ma vie, même si nous n'avons eu que quelques mois ensemble. » Mathilde acquiesça, comprenant. Sa mère, malgré son silence sur le passé, parlait toujours du père inconnu avec un mélange de nostalgie et de respect. « C'était un homme bon qui a commis des erreurs, comme nous tous, » disait-elle souvent. « Ne le juge pas sans connaître toute l'histoire. » Maintenant, regardant Thomas, son possible père, Mathilde commençait à comprendre la complexité de cette histoire. Il n'y avait pas de méchants, seulement des personnes imparfaites naviguant dans les complications de l'amour et de la loyauté. « Et ce bébé ?» demanda Thomas, indiquant le ventre de Mathilde. « Le père n'est pas présent, » répondit-elle simplement. « Comme vous, il ne sait rien de la grossesse. Contrairement à vous, je doute qu'il s'en soucie s'il l'apprenait. » Nicolas, qui était resté silencieux en observant le déroulement de la conversation, intervint. « Mathilde a affronté beaucoup de difficultés seule, mais cela va changer. » Maintenant, il y avait une détermination dans sa voix qui surprit autant Mathilde que Thomas. C'était comme si Nicolas avait pris une décision importante en les observant. « J'ai une proposition, » poursuivit-il. « Sophie a toujours voulu créer une fondation pour aider les artistes des quartiers défavorisés. Je n'ai jamais donné suite à cette idée, l'une des nombreuses erreurs que j'ai commises avec elle. Mais maintenant, en voyant Mathilde, son lien avec Élise, avec vous, Thomas, il semble que je comprenne enfin ce que Sophie voulait. » Thomas se pencha en avant, intrigué. « Quel genre de fondation envisagez-vous ? Une qui honore à la fois Sophie et Élise, un espace qui offre un logement temporaire, des ateliers et des bourses aux artistes en situation de vulnérabilité, surtout les femmes, surtout les mères célibataires. » Mathilde regardait Nicolas avec étonnement. L'idée était parfaite, une façon de transformer toute cette douleur en quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence. « Je soutiendrai financièrement, » offrit Thomas immédiatement, « et je pourrais concevoir.
L'espace. Ce serait un plaisir, une façon de rendre hommage à Élise. Et moi, ajouta Mathilde timidement, je pourrais aider à coordonner. J'ai de l'expérience en tant qu'éducatrice. Je comprends les besoins de ceux qui vivent en situation de vulnérabilité. Ce serait un honneur de perpétuer l'héritage de ma mère de cette façon. Nicolas sourit, sincèrement ému. Alors c'est décidé. La Fondation Sophie-Élise commencera à fonctionner dès que nous pourrons tout organiser. À ce moment, assis dans ce restaurant exclusif avec la ville à leurs pieds, tous trois sentirent que quelque chose de plus grand qu'eux était en mouvement. Une réparation peut-être, une chance de guérison pour d'anciennes blessures, une opportunité de transformer des histoires d'abandon et de perte en un récit d'espoir et de renouveau. Pour Mathilde, qui dormait sur un banc de place sans perspective, il y a quelques mois, le changement était presque impossible à assimiler. Elle avait trouvé non seulement un père possible, mais aussi un but, une connexion avec sa mère qui transcendait la mort, une chance d'utiliser sa propre expérience pour éviter que d'autres femmes ne traversent la même souffrance. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, Thomas serra longuement Mathilde dans ses bras. « Indépendamment de ce que le test ADN montrera, murmura-t-il, vous faites déjà partie de ma vie maintenant. Je ne peux pas récupérer les années perdues, mais je peux être présent à partir de maintenant si vous le permettez. » Mathilde acquiesça contre son épaule, incapable de parler à cause de l'émotion. Elle se sentait complète pour la première fois de sa vie, comme si une pièce fondamentale du puzzle de son identité avait enfin été trouvée. Les semaines suivantes s'écoulèrent à un rythme frénétique. La Fondation Sophie-Élise quittait rapidement le papier pour devenir réalité. Thomas, avec son prestige d'architecte, réussit à accélérer les licences et approbations qui prendraient normalement des mois. Nicolas, utilisant son influence et ses ressources, transforma un ancien entrepôt à Montmartre en un complexe moderne qui abriterait ateliers, dortoirs et espaces d'exposition. Mathilde, maintenant au 8e mois de grossesse, coordonnait le projet éducatif de la Fondation. Ses expériences en tant que professeur et femme en situation de vulnérabilité lui donnaient une perspective unique, lui permettant de créer des programmes vraiment pertinents pour les futurs bénéficiaires. Le test ADN confirma ce que tous savaient déjà, Thomas était sans aucun doute le père de Mathilde. La reconnaissance légale fut faite immédiatement, et Mathilde commença à signer Mathilde Dubois-Lambert, sentant que son identité était enfin complète. La relation entre les trois, Mathilde, Thomas et Nicolas, évolua vers une sorte de famille improvisée, unie non seulement par un passé partagé, mais aussi par le projet commun qui les enthousiasmait. Les réunions pour discuter de la Fondation se transformaient souvent en dîners décontractés, où les souvenirs étaient à partager, des plans pour l'avenir élaborés et des liens renforcés. Nicolas, en particulier, passait de plus en plus de temps avec Mathilde. Ce qui avait commencé comme un geste impulsif de charité s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Il admirait sa résilience, son intelligence, la façon dont elle affrontait les défis avec une détermination silencieuse. Parfois, il se surprenait à l'observer pendant qu'elle travaillait, absorbé par un dessin ou un document, et ressentait une chaleur dans la poitrine qu'il n'avait pas éprouvée depuis les premières années avec Sophie. Mathilde, à son tour, voyait en Nicolas bien plus qu'un bienfaiteur. Il était un partenaire, quelqu'un qui la traitait comme une égale malgré les différences socio-économiques. Contrairement à Antoine, le père de son bébé, qu'il avait rejeté dès que la grossesse avait été découverte, Nicolas montrait un intérêt sincère non seulement pour son bien-être, mais pour ses idées, ses sentiments, ses rêves. Un après-midi, alors qu'ils organisèrent la bibliothèque de la Fondation, Nicolas posa la question qu'il évitait. « Vous n'avez jamais pensé à contacter Antoine, pour le bien du bébé ?» Mathilde. « C'est ça de ranger les livres, pensive ?»« J'y ai pensé, oui. Mais après la façon dont il m'a traité, les mensonges qu'il a répandus pour se débarrasser de la responsabilité, je ne sais pas si je veux cette énergie dans la vie de mon enfant. »« Je comprends, » dit Nicolas. « Mais s'il avait changé, s'il regrettait ?»« Connaissant Antoine, j'en doute fort, » répondit-elle avec un léger sourire ironique. « Il a toujours été motivé par l'ambition. Notre relation n'a probablement jamais beaucoup compté pour lui, c'était juste pratique tant que ça a duré. » Nicolas acquiesça, sans insister davantage sur le sujet.
Il y avait quelque chose dans son expression, cependant, que Mathilde n'arrivait pas à déchiffrer, une préoccupation, peut-être, ou une connaissance qu'il ne partageait pas entièrement. Le lendemain matin, en arrivant à la fondation, Mathilde rencontra un visage inattendu, grand avec des cheveux foncés, soigneusement coiffés, et un costume qui semblait trop cher pour un professeur. Antoine Moreau discutait avec animation avec l'un des ingénieurs responsables du chantier. Le choc fut si grand que Mathilde faillit perdre l'équilibre. Quelle coïncidence absurde était-ce? Ou était-ce autre chose? Avant qu'elle ne puisse décider si elle confrontait Antoine ou se retirait simplement, il la vit. Son visage enregistra la surprise, puis le choc en remarquant le ventre proéminent, et enfin quelque chose qui ressemblait à un calcul, comme s'il évaluait rapidement la situation et ses implications. « Mathilde !» appela-t-il, s'approchant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle surprise de te trouver ici. J'ai entendu dire que le projet était destiné aux femmes en situation de vulnérabilité, mais je n'imaginais pas que tu... Que... Fais-tu ici, Antoine ?» coupa-t-elle, gardant la voix basse mais ferme. « Je travaille pour Valentin Construction depuis presque 1 an, répondit-il avec désinvolture. Département de responsabilité sociale. J'ai été désigné pour suivre ce projet. Des pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Mathilde. Antoine avait obtenu un emploi dans l'entreprise de Nicolas. Nicolas le savait probablement quand il l'avait trouvé sur la place. Ses questions sur le père du bébé, son intérêt à savoir si elle pensait le contacter. Nicolas savait, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Antoine. « Savais quoi ?» demanda Antoine, sincèrement confus. « Que tu travaillais pour lui, que tu étais le père de mon enfant. » Antoine pâlit légèrement. « Je n'ai jamais confirmé être le père, et je n'ai jamais mentionné ton nom à qui que ce soit dans l'entreprise. Mais Nicolas savait, insista Mathilde, l'esprit travaillant rapidement. D'une manière ou d'une autre, il a fait le lien. Peut-être a-t-il vu ton CV, remarqué que tu travaillais dans la même école que moi à Lyon. » L'expression d'Antoine changea, devenant plus sérieuse. « Mathilde, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je dois clarifier certaines choses. D'abord, je n'ai jamais explicitement nié la paternité. J'ai eu peur, oui, j'ai mal agi certainement, mais je n'ai jamais dit que je n'étais pas le père. »« Tu m'as laissé seul » s'exclama Mathilde, sa voix s'élevant involontairement, « en répandant des rumeurs qui ont détruit ma réputation, ma carrière. »« Je sais, » admit Antoine, la surprenant. « Et il n'y a pas un jour où je ne le regrette. Quand j'ai appris la grossesse, j'ai paniqué. Je venais d'obtenir l'entretien chez Valentin, c'était ma grande chance. J'ai pensé qu'un scandale ruinerait tout. » Mathilde fit un pas en arrière, méfiante face à cette soudaine contrition. « Et maintenant? Qu'est-ce qui a changé ?» Antoine hésita avant de répondre. « J'ai changé, ou du moins j'essaie. Quand j'ai obtenu l'emploi et que je suis venu à Paris, j'ai commencé une thérapie. J'affronte mes démons, ma tendance à fuir les responsabilités. J'ai essayé de te retrouver plusieurs fois pour m'excuser, mais tu avais disparu de Lyon. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Nicolas. Ses yeux passèrent de Mathilde à Antoine, évaluant la situation tendue. « Je vois que vous vous êtes déjà retrouvés, » commenta-t-il, le ton neutre, impossible à interpréter. « Vous saviez, » accusa Mathilde, se tournant vers lui. « Vous saviez qui était Antoine depuis le début. » Nicolas ne nia pas. « J'ai eu des soupçons. Quand vous avez mentionné un professeur de Lyon qui vous avait abandonné, j'ai fait le lien avec Antoine, qui avait été embauché récemment et venait de la même ville. Mais je n'en étais pas absolument certain jusqu'à vous voir tous. Les deux ensemble maintenant. »« Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» demanda Mathilde, la voix tremblant d'émotion. « Parce que ce n'était pas mon secret à révéler, » répondit simplement Nicolas. « Et parce que j'ai pensé que vous aviez besoin de cette rencontre tôt ou tard pour le bien de l'enfant. » Antoine semblait aussi surpris que Mathilde. « Vous m'avez assigné à ce projet en sachant que vous rencontreriez probablement la mère de votre enfant ?»« Oui, » confirma Nicolas. « Je crois aux secondes chances, Antoine. Vous avez été un employé exemplaire, montrant un engagement sincère envers les projets sociaux. J'ai pensé que vous méritiez l'opportunité de faire ce qui est juste cette fois. » Mathilde ne savait pas quoi ressentir. De la colère envers Nicolas pour avoir manipulé la situation, de la gratitude pour avoir forcé cette confrontation nécessaire, de la confusion face au repentir apparent d'Antoine. Tout se mélangeait en un tourbillon d'émotions qui lui donnait le vertige. « Nous devons parler, dit-elle finalement, regardant Antoine,
pas pour moi, mais pour notre enfant. Utilisez mon bureau, offrit Nicolas, indiquant une salle au fond du couloir. Je serai avec l'équipe d'ingénierie si vous avez besoin de quelque chose. Quand ils se retrouvèrent, seul un silence inconfortable s'installa entre Mathilde et Antoine. Il y avait tant à dire, tant de blessures à traiter, tant de questions sans réponse. « Je suis vraiment désolé », commença Antoine, la voix basse et sincère. « Je sais que les mots ne changent pas ce que tu as traversé, mais je veux que tu saches que je regrette profondément la façon dont j'ai agi. » Mathilde acquiesça, reconnaissant la sincérité dans son ton, mais gardant encore ses réserves. « Que veux-tu maintenant, Antoine? Quel est ton intérêt dans cette situation? »« Je veux faire partie de la vie de mon enfant, » répondit-il sans hésiter. « Je ne te demande pas de revenir avec moi, je n'attends pas que tu me pardonnes immédiatement. Je veux juste avoir la chance d'être un père présent, d'assumer ma responsabilité. »« As-tu idée de ce que j'ai traversé ?» demanda Mathilde, la voix étranglée. « J'ai tout perdu, mon emploi, ma maison, ma dignité. J'ai passé des mois à dormir sur des places, à mendier de la nourriture, exposé à toutes sortes de dangers. Tout cela pendant que tu construisais confortablement ta carrière. » Antoine baissa les yeux, visiblement affecté par la description. « Je ne savais pas. Je t'ai cherché à Lyon, mais on m'a dit que tu avais déménagé. Je n'ai jamais imaginé que tu te retrouverais à la rue. »« Et qu'aurais-tu fait si tu l'avais su ?» le défia-t-elle. « J'espère que j'aurais fait ce qui est juste, » répondit-il après un moment de réflexion. « Mais pour être honnête, je ne sais pas si j'en aurais eu le courage à l'époque. J'étais une personne différente alors. » L'honnêteté crue de la réponse désarma partiellement Mathilde. Au moins, il ne prétendait pas être un héros. Repentant. « Et maintenant, comment allons-nous procéder à partir d'ici » demanda-t-elle, adoucissant légèrement le ton. « Un pas à la fois, » suggéra Antoine. « Je peux commencer par participer aux consultations prénatales, aider aux préparatifs pour la naissance. Ensuite, nous pourrons établir une routine de visite, une pension alimentaire, partager les responsabilités. » Mathilde considéra la proposition. Une partie d'elle voulait refuser, garder Antoine loin de sa vie et de celle de son enfant. Mais une autre partie, celle qui avait grandi, sans père et connaissait la douleur de cette absence, hésitait. Elle n'avait pas le droit de priver son enfant de cette connexion si Antoine était sincèrement engagé à être présent. « Essayons, » accepta-t-elle finalement, mais en établissant des limites claires. Et au premier signe que tu répètes, « Les schémas anciens, c'est fini. » Antoine acquiesça, un sourire prudent illuminant son visage. « C'est plus que ce que je mérite. Merci de me donner cette chance, Mathilde. » Quand ils sortirent du bureau, ils trouvèrent Nicolas qui attendait dans le couloir. Son regard interrogateur rencontra celui de Mathilde, qui hocha légèrement la tête, indiquant que les choses avaient été résolues de manière civile. « Antoine va participer au projet de la Fondation, » informa-t-elle, « et aussi, nous allons essayer une coparentalité pour le bébé. » Nicolas sourit, mais Mathilde remarqua une ombre dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. Avant qu'elle ne puisse analyser davantage, Thomas arriva apportant les plans révisés de l'espace. « Qu'ai-je manqué ?» demanda-t-il, remarquant la tension dans l'air. « Beaucoup, » répondit Mathilde avec un petit sourire. « Mais nous avons le temps d'expliquer tout. Après tout, il semble que notre famille improvisée vient de gagner un membre de plus. » L'inauguration de la Fondation Sophie-Élise était prévue dans 2 semaines, coïncidant avec ce qui aurait été l'anniversaire de Sophie. Les préparatifs entraient dans leur phase finale, avec Mathilde supervisant chaque détail malgré sa grossesse avancée qui limitait ses mouvements. Le bébé pouvait arriver à tout moment, selon son médecin, ce qui ajoutait une couche supplémentaire d'anxiété à la situation. Les dernières semaines avaient apporté des changements significatifs dans sa relation avec Antoine. Contre toute attente, il tenait ses promesses. Il assistait aux consultations médicales, aidait pour les achats de la layette, se montrait véritablement intéressé à apprendre les soins au nouveau-né. La rancœur que Mathilde ressentait ne s'était pas complètement dissipée, mais commençait à céder la place à une acceptation prudente. Cependant, c'était avec Nicolas que Mathilde passait la plupart de son temps. Ensemble, ils transformaient la vision de la Fondation en réalité, travaillant dans une harmonie presque parfaite.
Il existait entre eux une connexion qui transcendait le projet, une entente silencieuse, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Par un après-midi particulièrement chaud de juillet, alors qu'ils organisaient la galerie qui exposerait les œuvres d'Élise et de Sophie lors de l'inauguration, Nicolas observait Mathilde ajuster l'éclairage sur l'un des tableaux de sa mère. Il y avait quelque chose dans sa concentration, dans la délicatesse de ses mouvements malgré son ventre volumineux, qui le touchait profondément. « Je dois vous avouer quelque chose, » dit-il soudainement. Mathilde se retourna, curieuse. « Qu'y a-t-il » ? Quand je vous ai trouvé sur la place cette nuit-là, ce n'était pas une coïncidence. Elle fronça les sourcils, confuse. « Comment ça ?» Nicolas soupira comme s'il se libérait enfin d'un poids. « J'allais sur cette place tous les soirs de l'anniversaire du départ de Sophie. C'était notre lieu spécial. Nous nous y sommes. Rencontrés, nous nous sommes embrassés pour la première fois sur l'un de ces bancs. Cette nuit particulière, je vous avais remarqué les jours précédents, dormant sur le même banc. Quelque chose en vous me rappelait les peintures de Sophie, ces personnes invisibles de la ville qu'elle représentait toujours. Alors vous aviez planifié cette rencontre ? Demanda Mathilde, essayant d'assimiler l'information. Pas exactement, répondit Nicolas. Je vous ai observé de loin pendant quelques jours, débattant avec moi-même si je devais offrir de l'aide. Quand j'ai découvert que vous étiez enceinte, la décision est devenue plus claire. Sophie avait toujours voulu des enfants, mais nous n'avons pas pu en avoir. Elle disait que je ne savais pas comment ouvrir mon cœur aux autres. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ferais différemment, que j'honorerais sa mémoire en étant la personne qu'elle avait toujours cru que je pouvais être. Mathilde accueillit cette confession en silence, des émotions contradictoires traversant son visage. Une partie d'elle se sentait manipulée, comme une sorte de projet caritatif. Une autre partie comprenait la complexité humaine derrière cette décision, la quête de rédemption qui avait motivé Nicolas. « Pourquoi me dire cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que vous méritez de connaître toute la vérité avant d'aller de l'avant avec votre vie, » répondit-il simplement. « Avec le bébé qui arrive, Antoine qui reprend ses responsabilités, la fondation sur le point d'être inaugurée, vous êtes à un tournant. Vous devez prendre des décisions basées sur des faits réels, pas sur des récits romantiques concernant des coïncidences miraculeuses. » Il y avait une tristesse dans sa voix que Mathilde n'attendait pas, comme s'il se préparait à perdre quelque chose de précieux. « Vous pensez que cela change ce que nous avons construit ?» demanda-t-elle, s'approchant de lui. « Que cela diminue d'une quelconque façon la connexion que nous avons développée ?» Nicolas hésita. « J'ai pensé que ce serait possible, que vous vous sentiriez utilisé, manipulé. Je l'aurais ressenti au début, » admit Mathilde. « Mais maintenant, après tout ce que nous avons vécu ensemble, Nicolas, vous ne m'avez pas seulement donné un toit, vous m'avez rendu ma dignité, vous m'avez aidé à retrouver mon père, vous avez créé un projet qui donnera un sens à ma vie. Comment pourrais-je réduire tout cela à une impulsion ? » Charitable. Quelque chose changea dans le regard de Nicolas, une tension qui se défaisait, une peur qui se dissipait. « Il y a encore une chose que je dois dire, » poursuivit-il, la voix maintenant plus douce. « Quelque chose que j'essaie de me nier à moi-même. » Avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par Thomas, qui entra dans la galerie portant des cartons avec les catalogues fraîchement imprimés pour l'exposition. « Regardez ce qui est arrivé !» s'exclama-t-il avec enthousiasme, ignorant l'intensité du moment qu'il venait d'interrompre. « Ils sont parfaits, vous ne trouvez pas ?» Le moment d'intimité entre Mathilde et Nicolas se dissipa, remplacé par les aspects pratiques des préparatifs finaux. Tandis que Thomas montrait fièrement le résultat du travail graphique, Mathilde lançait des regards discrets à Nicolas, se demandant ce qu'il avait voulu lui avouer. Le soir, seule dans l'atelier qu'elle considérait maintenant comme son foyer, Mathilde réfléchissait à la révélation de Nicolas. Devait-elle se sentir trahie par le fait que leur rencontre n'avait pas été aussi fortuite qu'elle l'avait imaginé? Ou devait-elle se sentir spéciale d'avoir été remarquée, choisie, quand le reste du monde l'ignorait dans son invisibilité de personne sans abri? Ses pensées furent interrompues par une douleur aiguë qui traversa son abdomen. Elle respira profondément, comptant les secondes jusqu'à ce qu'elle passe. Quand la douleur revint quelques minutes plus tard, plus intense, elle comprit. Le bébé arrivait. D'une main tremblante, elle composa le numéro de Nicolas,
qui répondit à la première sonnerie. « Ça commence », dit-elle simplement, la voix tendue par la douleur et l'anticipation. En moins de 15 minutes, Nicolas était à l'atelier, l'aidant à monter dans la voiture, le sac du bébé déjà préparé sur son épaule, comme s'il avait répété ce moment des centaines de fois. En chemin vers l'hôpital, il appela Thomas et Antoine qui promirent de les y rejoindre. Le travail fut plus rapide que Mathilde ne l'avait prévu. Pendant que les médecins la préparaient, Nicolas resta à ses côtés, tenant sa main, l'encourageant avec des mots doux quand les contractions s'intensifiaient. Thomas et Antoine arrivèrent à temps pour la voir être emmenée en salle d'accouchement. « Qui va entrer avec elle ?» demanda l'infirmière, et les trois hommes se regardèrent, hésitants. « Antoine », décida Mathilde, se surprenant elle-même. « C'est le père. Il doit être présent. » En étant emmenée, elle vit l'expression de Nicolas, un mélange de compréhension et quelque chose qui ressemblait beaucoup à une déception contenue. Elle sentit un pincement au cœur, mais savait que c'était la décision correcte. Antoine méritait cette chance de se connecter avec son enfant dès le premier instant. 2 heures plus tard, Lucas Dubois-Moreau vint au monde, en bonne santé et vigoureux, avec un cri puissant qui résonna dans la salle. Quand il fut enfin placé dans les bras de Mathilde, toute la douleur, toute la lutte, toute la souffrance des derniers mois semblèrent lointaines et sans importance. Plus rien n'importait que ce petit être, si parfait dans sa fragilité. Antoine, ému comme Mathilde ne l'avait jamais vu auparavant, toucha doucement la tête de son fils. « Il est parfait », murmura-t-il, des larmes non contenues coulant sur son visage. « Merci de m'avoir permis d'être ici. » Quand Mathilde fut transférée dans sa chambre, Thomas et Nicolas attendaient anxieusement. Thomas, maintenant officiellement grand-père, ne pouvait cacher sa fierté en tenant son petit-fils pour la première fois. Nicolas se tenait légèrement en retrait, observant la scène familiale avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Quelques instants plus tard, quand Antoine et Thomas sortirent pour aller chercher du café, Mathilde se retrouva seule avec Nicolas pour la première fois depuis la naissance. « Voulez-vous le tenir ?» proposa-t-elle tendant le bébé. Nicolas hésita brièvement avant d'accepter. Ses bras, habitués à diriger des entreprises et à faire circuler des millions, tremblaient légèrement en recevant le petit paquet. Quand il regarda Lucas, quelque chose dans son visage se transforma. Une tendresse, une vulnérabilité que Mathilde n'avait jamais vue auparavant. « Vous rappelez-vous quand nous nous sommes rencontrés ?» demanda doucement Mathilde. « Vous avez dit que vous étiez sur la place parce que c'était l'anniversaire du départ de Sophie, que vous n'aviez jamais pu avoir d'enfant. » Nicolas acquiesça sans détourner les yeux du bébé qu'il tenait maintenant comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Qu'alliez-vous me dire aujourd'hui avant que Thomas ne nous interrompe ?» demanda-t-elle, devinant la réponse. Mais ayant besoin de l'entendre. Nicolas leva enfin les yeux, rencontrant son regard. « J'allais vous dire que je suis tombé amoureux de vous, Mathilde. Je ne l'ai pas planifié, je ne m'y attendais pas, peut-être ne le méritais-je même pas. Mais c'est arrivé. Vous voir transformer toute cette douleur en force, toute cette adversité en compassion pour les autres. Vous m'avez appris plus sur le courage en quelques mois que je n'en ai appris dans toute ma vie. » Mathilde sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. « Je suis aussi tombée amoureuse de vous, avoua-t-elle, mais avec Antoine qui réapparaissait, avec Lucas qui arrivait, avec tout qui se passait si vite. Je ne savais pas comment ni quand le dire. »« Et maintenant ?» demanda Nicolas, la vulnérabilité évidente dans sa voix. « Antoine semble déterminé à faire partie de votre vie, peut-être même à vous reconquérir. »« Antoine est le père de mon fils, » répondit Mathilde avec précaution. « Il fera toujours partie de notre vie. Mais ce que je ressens pour lui ne se compare pas à ce que nous avons construit, vous et moi. » Nicolas s'assit au bord du lit, tenant toujours Lucas d'une main tandis que l'autre trouvait celle de Mathilde. « Je ne veux rien précipiter, » dit-il doucement. « Vous venez d'accoucher. Vous avez un monde d'ajustement devant vous. Je veux simplement que vous sachiez que je serai là, au rythme que vous choisirez, de la manière qui fonctionnera pour vous tous. » Mathilde serra sa main, ressentant une certitude qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Nous sommes entrelacés maintenant, tous, vous, moi, Lucas, Thomas, même Antoine. Une famille improvisée, imparfaite mais réelle. Et c'est peut-être exactement ce dont nous avions tous besoin. » Lucas émit un petit son de contentement dans les bras de Nicolas, comme s'il comprenait et approuvait les paroles de sa mère.
En ce moment de paix parfaite, dans le silence confortable de la chambre d'hôpital, Mathilde sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde, non pas à une adresse ou dans une position sociale, mais dans les connexions humaines que le destin, dans toute sa sagesse, imprévisible, avait tissées pour elle. 6 mois s'écoulèrent depuis la naissance de Lucas. La Fondation Sophie-Élise avait été inaugurée avec grand succès, attirant l'attention des médias et le soutien d'entrepreneurs et d'artistes influents. Ce qui avait commencé comme un projet de rédemption personnelle s'était transformé en une institution respectée, abritant déjà 12 femmes artistes en situation de vulnérabilité, dont 3 avec de jeunes enfants. Mathilde coordonnait les activités éducatives avec passion et compétence, partageant son temps entre la Fondation et les soins à Lucas, qui grandissait en bonne santé et joyeux. Antoine avait tenu parole, étant un père présent et contribuant non seulement financièrement, mais avec du temps et une affection sincère. La relation entre lui et Mathilde avait évolué vers une amitié prudente, basée sur le respect mutuel et l'amour partagé pour leur fils. Thomas était devenu le grand-père gâteau qui passait des heures à jouer avec son petit-fils, compensant les années perdues avec Mathilde par son dévouement à la nouvelle génération. Sa relation avec sa fille s'approfondissait chaque jour, à mesure qu'il découvrait des similitudes surprenantes dans leur goût, leur manière et leur vision du monde. Quant à Nicolas et Mathilde, leur connexion s'épanouissait naturellement, sans hâte ni pression. Il avait respecté son espace pour s'adapter à la maternité et trouver un équilibre dans sa nouvelle vie. Ils dînaient souvent ensemble, partagèrent des confidences, se soutenaient mutuellement dans les défis de la Fondation. Les sentiments entre eux grandissaient en profondeur, bien qu'ils maintiennent une certaine réserve, conscients de la complexité de la situation familiale qu'ils avaient créée. Par un après-midi ensoleillé de juillet, exactement 1 an après la rencontre sur la place de la République, la Fondation se préparait pour son premier événement culturel ouvert au public, une exposition qui célébrait les œuvres d'Élise Dubois aux côtés de celles de Sophie Valentin, unissant symboliquement les 2 amies séparées par des choix douloureux. Mathilde se trouvait dans l'atelier principal, ajustant l'éclairage sur un autoportrait inachevé de sa mère, quand Nicolas entra, portant Lucas dans ses bras. Le bébé, maintenant plus actif et curieux, tendait ses petites mains vers tout ce qui l'entourait, fasciné par les couleurs vives des tableaux. « Il a son regard », commenta Nicolas, observant comment Lucas fixait particulièrement les œuvres d'Élise. La même curiosité, la même intensité. Mathilde sourit, ressentant ce mélange familier de joie et de mélancolie qui l'accompagnait depuis la découverte du passé artistique de sa mère. Parfois, je me demande si elle savait que j'hériterais de ce côté d'elle. Si c'est là qu'elle a tout gardé secret, craignant que je suive le même chemin et affronte les mêmes douleurs. Ou peut-être, suggéra Nicolas doucement, voulait-elle vous protéger non pas de l'art mais des complications qui l'accompagnaient. Le triangle avec Thomas et Sophie, les choix difficiles, l'isolement auto-imposé. Nous ne le saurons. Jamais avec certitude, soupira Mathilde. Mais j'aime penser qu'elle serait fière de ce que nous avons construit ici, que d'une certaine façon, nous guérissons d'anciennes blessures, transformant la douleur en quelque chose de beau et d'utile. Lucas gazouilla joyeusement, comme s'il était d'accord, les faisant tous 2 sourire. L'aisance avec laquelle Nicolas tenait le bébé, le naturel de leur interaction, touchait toujours profondément Mathilde. C'était comme s'il était né pour ce rôle que la vie lui avait refusé pendant si longtemps. « J'ai une surprise pour vous », dit Nicolas, après. Avoir confié Lucas à l'une des assistantes, qui aidait aux préparatifs de l'exposition. « Venez avec moi. » Il la conduisit le long d'un couloir jusqu'à une porte qui était restée fermée à clé pendant toute la rénovation. Mathilde avait toujours supposé qu'il s'agissait d'une sorte de débarras, ne s'interrogeant jamais sur sa fonction. Quand Nicolas la déverrouilla et alluma les lumières, elle resta sans voix. C'était un atelier complet, spacieux, parfaitement éclairé, équipé de tous les matériaux qu'un artiste pourrait désirer. Au centre se trouvait un chevalet avec une toile vierge. Sur les murs, des étagères remplies de peintures, de pinceaux, de fusains. Une grande table de travail occupait un coin, à côté d'un fauteuil confortable et d'un petit berceau, clairement, destiné à Lucas. « Votre espace », expliqua Nicolas, observant sa réaction, « pour développer votre propre talent, pas seulement coordonner celui des autres. »
Nicolas, je ne suis pas artiste, protesta Mathilde, bien que ses yeux brillent en parcourant les détails de l'atelier. Je ne fais que griffonner occasionnellement. Je n'ai jamais eu de formation formelle. Votre mère dirait que l'art ne concerne pas la formation, mais l'expression, répondit-il. Doucement. J'ai vu vos dessins, Mathilde. Il y a quelque chose d'authentique en eux, quelque chose qui mérite d'être exploré. De plus, cet espace est à vous pour l'utiliser comme vous le souhaitez, pour créer, pour enseigner, pour simplement... Mathilde parcourut lentement l'atelier, touchant les matériaux, sentant l'énergie du lieu. C'était un cadeau immense, non seulement en valeur matérielle, mais en signification. Une reconnaissance de son identité au-delà des rôles de mère, de fille, de coordinatrice. Une affirmation de son droit de créer, d'explorer, d'être. « Merci », dit-elle finalement, la voix étranglée par l'émotion. « C'est parfait. » Nicolas s'approcha, tenant doucement ses mains. « Il y a autre chose que je veux dire, » commença-t-il, la voix plus grave que d'habitude. « Cette année a été transformatrice, pour nous tous. J'ai trouvé en vous une partenaire que je n'espérais plus avoir. En Lucas, une joie qui comble des vides dont j'ignorais l'existence. » Mathilde sentit son cœur s'accélérer, anticipant ce qui allait suivre. « Je ne vous propose pas le mariage, poursuivit-il avec un petit sourire. Pas encore. Notre situation est trop complexe pour la simplifier de cette façon. Mais je veux formaliser ce que nous savons déjà dans nos cœurs, que nous sommes une famille. D'une manière non conventionnelle, mais profondément vraie. » De sa poche, il sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler non pas une bague de fiançailles, mais un pendentif délicat, une miniature de la place de la République sculptée en argent, avec des détails complexes des bancs, des arbres et de la fontaine centrale. « Pour ne jamais oublier où tout a commencé, » expliqua-t-il, en le plaçant autour du cou de Mathilde, où deux vies solitaires ont trouvé un nouveau chemin ensemble. Mathilde toucha le pendentif, émue par le symbolisme. « C'est parfait, » murmura-t-elle, « tout comme ce que nous avons construit ensemble. » Avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par l'arrivée de Thomas et Antoine, qui venaient les avertir que les premiers invités pour l'exposition commençaient à arriver. « Nous interrompons quelque chose ?» demanda Thomas, remarquant l'atmosphère intime. « Juste un moment, » répondit Nicolas, sans quitter Mathilde des yeux. « Nous avons tout le temps du monde pour le reste. » Les quatre se dirigèrent ensemble vers la salle principale, où des dizaines de personnes se rassemblaient déjà pour célébrer l'art d'Élise et de Sophie. L'exposition était un succès avant même de commencer officiellement. Critiques, collectionneurs et artistes circulaient en admirant les œuvres, commentant la sensibilité unique des deux artistes qui, malgré les circonstances qui les avaient séparés, partageaient une vision humaniste et compatissante. « C'est incroyable comme elles se complètent », commenta une critique d'art influente, comme si elles maintenaient une conversation à travers les toiles, même séparées par le temps et la distance. Thomas, debout devant un portrait qu'Élise avait fait de lui des décennies auparavant, semblait perdu dans ses souvenirs. « Elle m'a parfaitement capturé », murmura-t-il à Mathilde, qui s'était approchée. « Pas seulement mon apparence physique, mais quelque chose de plus profond. Mon essence, peut-être. » Élise voyait toujours au-delà des surfaces. « Tout comme vous, apparemment, » observa Antoine, les rejoignant avec Lucas dans ses bras. « Le talent coule dans le sang. » Mathilde sourit, acceptant le compliment avec plus de facilité qu'elle ne l'aurait fait des mois auparavant. Elle commençait à accepter cette partie de son identité. L'artiste, la fille d'Élise, l'héritière d'un héritage créatif qu'elle ne comprenait pleinement que maintenant. L'événement se poursuivit avec des discours émouvants. Thomas parla d'Élise et de son talent inégalé. Nicolas partagea des souvenirs de Sophie et de sa vision d'un monde où l'art serait accessible à tous. Mathilde présenta le travail de la Fondation, mettant en avant les artistes résidentes qui commençaient déjà à produire des œuvres impressionnantes. Quand la partie formelle se termina et que les invités se dispersèrent dans l'espace, conversant et appréciant les œuvres, Mathilde trouva un moment pour observer le tout de loin. Elle vit Antoine discuter avec animation avec l'une des artistes résidentes, Lucas endormi confortablement dans ses bras. Thomas charmant un groupe de sponsors potentiels avec des histoires sur le début de sa carrière. Nicolas supervisant discrètement chaque détail de l'événement, toujours attentif au confort des invités,
C'était une scène qu'elle n'aurait jamais pu imaginer 1 an auparavant, quand elle dormait sur un banc de place sans espoir pour l'avenir. Une famille improvisée, construite non par des liens conventionnels, mais par des choix conscients, par le pardon, par de secondes chances. Nicolas s'approcha, lui offrant un verre d'eau pétillante. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, remarquant son expression contemplative. « Au chemin, répondit-elle, à combien ils sont rarement linéaires ou prévisibles, à comment les détours les plus douloureux nous mènent parfois exactement où nous devions être. » Il acquiesça, comprenant parfaitement. Sophie disait souvent que la vie est comme l'un de ces tableaux, faite de couches superposées, certaines visibles, d'autres cachées, mais toutes essentielles au résultat final. « J'aime cette analogie, sourit Mathilde. Nos vies ont maintenant de nombreuses couches, passé, présent, futur, tous se mélangeant pour créer quelque chose de nouveau. » Ils s'approchèrent d'une large fenêtre qui offrait une vue sur la place de la République, visible au loin. Le même banc où Mathilde avait dormi, où Nicolas l'avait trouvé, semblait maintenant différent. Non plus un symbole de désespoir, mais de recommencement. « Savez-vous ce que je préfère dans les peintures » demanda Mathilde, contemplant la vue. Qu'elles ne sont jamais vraiment terminées. Même quand l'artiste donne le dernier coup de pinceau, elles continuent de changer. La lumière qui les frappe, les yeux qui les contemplent, le temps qui les transforme. « Comme nous », acquiesça Nicolas, entrelaçant ses doigts aux siens. « Toujours en processus, toujours en évolution. » De l'autre côté de la salle, Thomas s'approcha d'Antoine, qui berçait maintenant doucement Lucas, qui commençait à se réveiller. « Elle semble heureuse », commenta-t-il, indiquant Mathilde d'un mouvement discret de la tête. « Elle le mérite », répondit Antoine sincèrement. « Nous avons tous commis des erreurs, mais Mathilde a eu le courage de transformer les siennes en force. C'est une leçon pour nous tous. » Thomas acquiesça, une lueur de fierté paternelle dans les yeux. Élise serait fière, pas seulement de la fondation ou de l'exposition, mais de la personne que Mathilde est devenue, forte sans être dure, compatissante sans être naïve. Lucas ouvrit les yeux à ce moment-là, les fixant sur l'un des tableaux d'Élise, une scène de la place de la République au crépuscule, peinte des décennies plus tôt. C'était comme si le bébé reconnaissait l'importance de ce lieu, le rôle qu'il avait joué en unissant tous les fils épars de cette histoire improbable. Dans le calme de ce moment, tandis que l'exposition se poursuivait autour d'elle, Mathilde ressentit une paix qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Elle avait trouvé non seulement un foyer physique, mais un lieu d'appartenance émotionnelle. Elle avait récupéré non seulement sa dignité, mais aussi son histoire, ses racines, son identité d'artiste. Le voyage avait commencé dans le désespoir, une femme enceinte, seule, abandonnée sur une place froide. Il s'était transformé en un récit de connexions inattendues, de hasards qui semblaient prédestinés, d'anciennes blessures finalement exposées à la lumière pour guérir. En observant Lucas dans les bras d'Antoine, Thomas conversant avec animation avec les invités et en sentant la main de Nicolas serrant la sienne, Mathilde sut avec certitude les places de la vie, ces lieux de rencontre et d'adieu, de débuts et de fins, n'offraient pas toujours des fins parfaites, mais parfois elles procuraient des recommencements parfaits. Et un recommencement était exactement ce qu'ils avaient tous trouvé ensemble dans cette nouvelle constellation familiale qui défiait les conventions mais respectait l'essentiel, l'amour dans ses formes multiples, imparfaites et merveilleuses. Le soleil de fin. D'après-midi baignait le jardin de la Fondation Sophie-Élise d'une lumière dorée qui semblait presque magique. Des enfants couraient entre les sculptures en plein air, leur rire se mêlant au son doux d'une guitare que quelqu'un jouait sous l'un des marronniers touffus. Lucas, maintenant âgé de 3 ans et demi, dirigeait la petite troupe dans une chasse au trésor improvisée, ses boucles brunes se balançant, tandis qu'il courait avec la détermination caractéristique héritée de sa mère. Mathilde observait la scène depuis la terrasse du bâtiment principal, un sourire serein sur son visage. Ces 3 dernières années, la Fondation s'était développée d'une manière qui dépassait même les attentes les plus optimistes. Ce qui avait commencé comme un projet pour héberger des artistes en situation de vulnérabilité s'était transformé en un complexe culturel dynamique, avec une école d'art pour les enfants des quartiers populaires, des résidences artistiques internationales et un programme d'échange avec des institutions similaires dans toute la France.
Antoine. Train de penser à combien tout a changé? Demanda Nicolas, s'approchant avec 2 tasses de café. Il en tendit une à Mathilde, avant de se positionner à côté d'elle, tous deux contemplant le jardin. « Toujours, » répondit-elle, acceptant le café avec gratitude. « Parfois, je me surprends encore à attendre de me réveiller sur ce banc de place, comme si tout ceci n'était qu'un rêve élaboré. » Nicolas sourit, comprenant parfaitement. Lui-même s'étonnait encore des transformations dans sa vie. L'homme froid et distant qu'il était 3 ans auparavant semblait appartenir à une autre existence. « Mais ce n'est pas un rêve, » dit-il doucement. « C'est plus réel que tout ce que nous avons jamais vécu. » La bague de fiançailles brillait discrètement au doigt de Mathilde. Non pas un bijou ostentatoire, mais une pièce unique, dessinée par Thomas lui-même, symbolisant l'union de leurs histoires entrelacées. Ils s'étaient fiancés 6 mois plus tôt, lors d'une cérémonie intime dans l'atelier où tout avait commencé. Le mariage était prévu pour l'été prochain, un délai suffisant pour que Lucas comprenne son rôle de porteur d'alliance. « Maman, tonton Nicolas, j'ai trouvé le trésor !» cria Lucas, courant vers eux avec quelque chose dans ses petites mains. Les autres enfants le suivaient, tous aussi excités. Mathilde s'accroupit pour être à la hauteur de son fils. « Montre-moi, mon amour. » Lucas ouvrit les mains, révélant une petite pierre colorée qu'il avait trouvée enterrée près d'une des sculptures. Pour lui, cela ressemblait à un joyau précieux. « Quel trésor merveilleux !» s'exclama Nicolas, feignant une admiration impressionnante. « Je pense qu'il mérite une place spéciale dans ta collection. » Lucas acquiesça sérieusement, comme s'il venait de recevoir une mission d'une extrême importance. « Je vais la montrer à papa quand il arrivera, » décida-t-il, avant de retourner en courant vers ses amis. Mathilde et Nicolas échangèrent des regards affectueux. La relation avec Antoine avait trouvé un équilibre étonnamment harmonieux au fil des ans. Initialement hésitant, il s'était engagé sincèrement dans son rôle de père, passant régulièrement du temps avec Lucas et contribuant non seulement financièrement, mais par sa présence et son affection. Quand Mathilde et Nicolas avaient annoncé leur fiançailles, Antoine avait été l'un des premiers à les féliciter sincèrement. Il a dit qu'il viendrait pour le dîner, commenta Mathilde, faisant référence à Antoine. Il semble enthousiaste de partager les nouvelles concernant le projet à Marseille. Antoine coordonnait maintenant l'expansion de la fondation vers d'autres villes, en commençant par Marseille, où une ancienne maison dans le quartier du Panier était en cours d'adaptation pour accueillir des artistes locaux. C'était un travail qui combinait parfaitement ses talents administratifs avec l'engagement social qu'il avait développé ces dernières années. « Et il y a quelqu'un d'autre d'enthousiaste pour le dîner ce soir », ajouta Nicolas avec un sourire énigmatique. « Qui ?» demanda Mathilde curieuse. « Thomas. Il a dit qu'il avait une annonce importante à faire. » Mathilde haussa les sourcils, intriguée. Son père, maintenant proche de 70 ans, avait considérablement réduit ses engagements professionnels pour se consacrer à la famille et à la fondation. Ces derniers mois, cependant, il semblait renouvelé, avec une énergie qui surprenait tout le monde. Va-t-il enfin prendre sa retraite complète, spécula-t-elle. Ou peut-être qu'il fréquente quelqu'un, suggéra Nicolas avec un sourire espiègle. Cette conservatrice du centre Pompidou a manifesté pas mal d'intérêt. Mathilde rit, imaginant cette possibilité. Ce serait merveilleux de voir son père trouver une compagne après tant d'années de solitude. Eh bien, quoi que ce soit, nous le découvrirons bientôt. Le dîner de ce soir-là réunit ce que Mathilde appelait affectueusement « notre constellation » familiale, un arrangement non conventionnel, mais qui fonctionnait parfaitement pour toutes les personnes impliquées. Thomas arriva en premier, apportant comme toujours des cadeaux pour Lucas. Antoine vint ensuite, portant des photos du projet à Marseille et des histoires animées sur les artistes locaux. Madame Leroy, l'ancienne gouvernante de Nicolas qui s'occupait maintenant de la maison qu'il partageait avec Mathilde, avait préparé un cassoulet complet, le plat préféré de tous, tandis que Lucas divertissait les adultes avec des histoires élaborées sur ses aventures dans le jardin. Mathilde observait la scène avec un sentiment de plénitude qui la surprenait encore. Sa vie avait trouvé un équilibre qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Le travail à la fondation qu'elle aimait, son développement en tant qu'artiste, ses peintures avaient déjà été exposées dans plusieurs galeries parisiennes, la maternité qui la comblait
et l'amour tranquille et sûr qu'elle partageait avec Nicolas. Après le dessert, crème caramel préparée selon la recette secrète de Madame Leroy, Thomas se racla la gorge, attirant l'attention de tous. « Bien, comme Nicolas l'a probablement déjà mentionné, j'ai une annonce à faire, commença-t-il, une lueur juvénile dans les yeux. Ces derniers mois, j'ai travaillé sur un projet très spécial, quelque chose que je considère comme la clôture d'un cycle. » Tous attendirent, curieux, tandis que Thomas sortait de sa poche une petite chemise. « J'ai trouvé parmi les affaires d'Élise que Mathilde m'a confiées un manuscrit inachevé, un livre de mémoire qu'elle avait commencé à écrire quand elle a appris sa maladie. » Mathilde sentit un nœud dans la gorge. Sa mère n'avait jamais mentionné un tel projet. Elle n'a jamais eu la chance de le terminer, poursuivit Thomas. Mais ce qu'elle a écrit est extraordinaire. Ses souvenirs de jeunesse, sa passion pour l'art, notre histoire, et surtout, Mathilde, son amour pour toi. D'une main légèrement tremblante, Thomas passa la chemise à Mathilde. J'ai décidé de le compléter, non pas en réécrivant ses mémoires, évidemment, mais en ajoutant mes propres souvenirs, en comblant les lacunes, en contextualisant. Et puis, nous l'avons transformé en livre, compléta Antoine, manifestement déjà au courant du projet. Un livre illustré avec des œuvres d'Élise, de Sophie, et maintenant aussi les tiennes, Mathilde. Mathilde ouvrit la chemise avec un soin révérentiel, trouvant des pages écrites à la main dans la calligraphie reconnaissable de sa mère, intercalées avec des pages dactylographiées qu'elle reconnut comme étant de Thomas. Dans les marges, de petites reproductions d'œuvres des trois artistes complétèrent le récit. 3 générations, art, amour et recommencement, lut-elle le titre provisoire sur la première page. Oh, papa! La maison d'édition Gallimard a déjà manifesté son intérêt, informa Thomas, visiblement ému. Il voulait l'annoncer le mois prochain, mais j'ai pensé que tu devrais être la première à le savoir, et à l'approuver, bien sûr. Mathilde feuilleta les pages, absorbant des fragments d'histoire, certaines qu'elle connaissait, beaucoup qu'elle n'avait jamais imaginées. C'était comme retrouver sa mère, pouvoir converser avec elle à travers les mots qu'elle avait laissés. « C'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu », dit-elle finalement, la voix étranglée par l'émotion. « Merci, papa. Pour cela et pour tout. » Lucas, percevant l'intensité du moment, s'approcha de sa mère, appuyant sa petite tête sur son genou. « Maman est triste ?» demanda-t-il, inquiet. « Non, mon amour, » répondit Mathilde, caressant ses boucles. « Maman est heureuse. Parfois on pleure aussi de bonheur. » Le garçon acquiesça, apparemment satisfait de l'explication, avant de reporter son attention sur la nouvelle petite voiture que Thomas avait apportée. « Il y a encore une chose, » ajouta Thomas, regardant Nicolas comme pour demander permission. Nicolas acquiesça, un sourire s'épanouissant sur son visage. « En fait, c'était censé être une surprise pour ton anniversaire la semaine prochaine, Mathilde, mais cela s'accorde parfaitement avec l'annonce de Thomas. »« Plus de surprise ?» demanda Mathilde, entre rires et larmes. « Je ne sais pas si mon cœur peut le supporter. »« La mairie de Paris a approuvé notre projet, » annonça Nicolas, contenant à peine son enthousiasme. « La place de la République sera revitalisée, et en son centre il y aura un nouveau monument, une sculpture collaborative représentant 3 générations de femmes, symbolisant le renouveau et l'espoir. » Et devine qui a été invité. « À créer cette sculpture ?» compléta Antoine, souriant à Mathilde. Elle porta les mains à son visage, incrédule. « Moi ? Mais je n'ai jamais travaillé avec la sculpture à grande échelle. »« Tu auras toute l'assistance technique nécessaire, » assura Thomas. « La vision artistique, cependant, sera entièrement la tienne. Une chance de transformer cette place qui fut le décor de tant de souffrances en un symbole de renaissance. » Mathilde sentit Nicolas serrer sa main sous la table, son contact transmettant tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Ce geste, ce projet, fermait un cycle parfait. De la place était venu son moment le plus désespéré. Vers la place, elle retournerait, non plus comme victime des circonstances, mais comme créatrice, transformatrice. « Je crois que c'est exactement ce qu'Élise et Sophie auraient souhaité, » dit doucement Nicolas. L'art transformant les espaces, redonnant du sens aux histoires, unissant les personnes. Lucas, étranger à la charge émotionnelle de la conversation adulte, s'approcha à nouveau, montrant maintenant fièrement un dessin qu'il avait fait pendant le dîner, des figures colorées qui, dans son innocence, représentaient tous les présents,
unis main dans la main sous un grand soleil jaune. « Regarde, maman, c'est nous !» Mathilde prit le dessin, reconnaissant dans l'expression artistique spontanée de son fils la même impulsion qui animait 3 générations de sa famille. Le besoin de traduire les sentiments en forme et en couleur, de capturer des moments et de les transformer en quelque chose de permanent. « C'est magnifique, mon amour, » dit-elle en l'embrassant. « Un jour, je te raconterai l'histoire de notre famille. Comment des personnes qui étaient perdues se sont retrouvées. Comment une place. Peut-être le début d'un voyage incroyable. Comme un conte de fées, demanda Lucas, les yeux brillants. Mathilde échangea des regards avec Nicolas, Thomas et Antoine, les 3 hommes qui, chacun à sa manière, avaient aidé à tisser cette narration improbable qu'était maintenant sa vie. Mieux qu'un conte de fées, répondit-elle finalement. Une histoire réelle, avec des personnes réelles, qui ont découvert que recommencer ne signifie pas oublier le passé, mais le transformer en fondation pour construire quelque chose de nouveau et de beau. Dehors, le soleil se couchait enfin, peignant le ciel de Paris avec des tons de rose et d'orange qu'aucun artiste, même le plus talentueux, ne pourrait reproduire parfaitement. C'était la fin d'une journée de pluie, mais pour Mathilde et